Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce troisième webinaire de Manageduc sur le thème des emplois du temps. J'espère que vous nous entendez bien. Donc, le sujet du jour, construire les emplois du temps, est-ce que c'est un acte pédagogique? Pour l'occasion, nous avons deux chefs d'établissement. À ma gauche, Laurent Kaufmann, qui est principal d'un collège en éducation prioritaire. Et à distance, dans l'académie de Nantes, nous avons Stéphane Germain, qui pourra se présenter de manière plus détaillée, mais donc proviseur adjoint d'un lycée. Voilà. Et donc, pour commencer, vous avez peut-être vu déjà la petite vidéo dans laquelle Laurent osait dire finalement que c'était possible parfois de rater ses emplois du temps. Et en tout cas, ce qu'on avait envie de traiter aujourd'hui, c'est notamment quels sont les invariants à prendre en compte pour réussir ces emplois du temps. Donc peut-être qu'on peut commencer comme ça avec toi Laurent, et puis ensuite on abordera la question de la réforme du lycée et justement qu'est-ce que ça change dans la construction des emplois du temps, et donc on abordera cela avec Stéphane Germain. N'hésitez pas à poser vos questions, à vous présenter, à interagir. L'idée c'est vraiment d'être sur un temps collectif et de partage. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas, on prendra vos questions en temps réel. Alors, concrètement, quels sont ces invariants sur lesquels qu'il faut absolument prendre en compte finalement dans la construction des emplois du temps? Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, dans les invariants, pour faire le lien avec donc la petite capsule où je m'étais trompé sur les emplois du temps, il y a des clés de voûte. Et donc là, l'exemple qu'on avait pris, c'était les emplois du temps d'EPS, des installations sportives, qui est une clé de voûte importante dans la plupart des établissements scolaires, parce qu'on n'a pas toujours les installations sportives nécessaires. Et donc, voilà, un des invariants, c'est d'avoir des bases de travail qui soient les plus claires possibles au moment où on va rentrer dans les bases de données qui sont les deux logiciels majoritaires des emplois du temps. Il y a d'autres, il y a deux outils essentiels pour les chefs d'établissement. Il y en a d'autres qui sont un peu moins connus, mais voilà, c'est des bases de données, et pour bien les faire, bien les exploiter, il faut avoir des données qui soient claires et précises, et donc avec différentes clés de voûte. Et j'avais loupé une clé de voûte avec les emplois du temps d'éducation physique et sportive que j'avais mal lu, et donc j'avais attribué des créneaux de PS sur des périodes où il n'y avait pas d'installation sportive, et donc il avait fallu recommencer le travail avec des emplois du temps livrés à la pré-rentrée. Alors, sur ces invariants, Stéphane, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu sur les choses à prendre en compte, indépendamment de la réforme du lycée, et puis après on y viendra sur la réforme. Oui, donc bonjour à tous. Donc dans les invariants, effectivement, il y a les contraintes qui s'imposent aux établissements. Le PS, c'est une contrainte sur laquelle on n'a souvent aucune marge de manœuvre. Il y a d'autres contraintes avec différentes salles pour lesquelles on a différentes marges de manœuvre. Mais après, dans les invariants, il y a aussi la construction pédagogique qu'on peut faire. Donc par exemple, est-ce que dans un établissement, on choisit une heure dans la grille horaire pour lesquelles on ne met aucun cours, de façon à ce qu'il puisse y avoir des concertations pédagogiques avec les enseignants? C'est un exemple de construction pédagogique qu'on peut faire. Donc là, il suffit d'identifier un certain nombre, outre les contraintes, vers quel type d'emploi du temps on veut aller et quelles sont les constructions pédagogiques collectives qu'on décide ensemble. Et ça devient des invariants dans la construction des emplois du temps. Notamment, pour certains établissements, il est pertinent d'avoir une réflexion autour de la structure. Donc la structure, c'est de se dire, on va définir collectivement certains alignements pédagogiques que l'on souhaite. Et après, toute la construction se fera autour de ces éléments de structure qui est arrêté au début, avant même la construction des emplois du temps. Alors effectivement, il y a finalement des contraintes subies, je dirais, et des contraintes choisies. Quand tu évoques l'idée d'une heure bleue de concertation, c'est quelque part un acte volontaire de permettre la concertation. Riclet dit il y a des contraintes liées au service partagé. Et là, on est bien sur une contrainte plutôt subie. Est-ce qu'on peut peut-être essayer de distinguer
ces deux champs de contraintes pour voir finalement justement quelles sont les contraintes voilà, que vous avez sur lesquelles vous ne pouvez pas finalement agir, et celles qui sont de l'ordre du choix, et d'un choix qui n'est pas juste un choix administratif, mais justement un choix pédagogique, qui incarne une certaine vision du métier et d'un établissement scolaire. Alors, pour essayer, donc sur les contraintes subies, ce que dit effectivement Riclette, c'est vrai que les services partagés, chaque année, on a des collègues qui exercent sur plusieurs établissements, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'un service complet. Et donc là, effectivement, on n'a pas du tout la main, puisque c'est l'autre établissement qui va, selon qu'on a la majorité du service ou quelques heures, on va pouvoir avoir, on va pouvoir négocier, mais c'est une contrainte fixe qu'on peut pas tellement discuter. A contrario, on peut dans les établissements scolaires, en discutant avec les collègues, déterminer par exemple si on voulait mettre les heures de français et de mathématiques davantage le matin. Donc là, il pourrait y avoir de la concertation ensemble pour déterminer le fait qu'on ait davantage des cours en groupe qui soient très tôt le matin ou tard le soir, pour pas faire porter les contraintes trop sur les classes. Voilà, il y a plein de choses qui se choisissent quand même. Heureusement, il y a quand même des marges de manœuvre pédagogiques sur la construction de l'emploi du temps. Alors, dans la réforme du lycée, donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change finalement? Et Stéphane, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le fil rouge que tu as posé dans cette fiche qui a pas mal circulé, notamment sur les réseaux sociaux? Voilà, comment faire finalement avec la réforme du lycée pour mettre en place des emplois du temps avec des combinatoires qui peuvent aller jusqu'à une trentaine, voire plus. Donc voilà, comment on fait? Alors, comment on fait? C'est avec la réforme du lycée, ça introduit de la complexité, puisque dans les emplois du temps, il y a deux grilles complètement séparées. Il y aura une grille tronc commun où là, on va retrouver les matières de tronc commun, et complètement séparée, on aura une grille, dans la même grille, on doit trouver des plages pour les spécialités, sachant que tous les élèves du niveau de première sont en spécialité en même temps. Et donc là, il faut, et à la marge, on peut aussi voir un troisième type, c'est les options, qui sont ni du tronc commun ni de la spécialité. Où est-ce qu'on les place? Donc, ce qui veut dire que pour le lycée, la réflexion sur la structure, elle est approfondie avec cette réforme-là. Il va falloir réfléchir collectivement où est-ce qu'on met les créneaux d'options qui sont ni tronc commun ni spécialité. Et puis, il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on va placer toutes nos spécialités, sachant que avant même le tronc commun, puisque sur une spécialité, on va avoir des alignements de différentes matières. C'est sur le même alignement que vont avoir cours, selon les choix que l'on fait, les profs de maths, de physique, de SVT, etc., etc. Et donc, ça devient encore plus complexe quand on sait que les groupes peuvent être lourds, et qu'il va falloir en plus trouver des créneaux de dédoublement. Donc, selon les établissements, il va y avoir la contrainte du dédoublement de spécialité qui ne peut pas être dédoublé sur le tronc commun, qui va s'ajouter à cela. Tout ça pour dire quoi? Comme c'est très complexe, on pourrait être dans une logique où on se dit c'est personnel de direction qui va réfléchir à tout ça, mais peut-être qu'on gagne du temps à travailler en intelligence collective, c'est-à-dire qu'on essaye d'identifier collectivement l'ensemble des contraintes, l'ensemble des différentes possibilités pédagogiques qu'on peut avoir, et puis pourquoi pas mettre sur la table le sujet de la réflexion des spécialités, où est-ce qu'on pose collectivement les différentes spécialités. Et là, on revient au travail de structure que j'évoquais au départ. On réfléchit collectivement où est-ce qu'on va mettre les trois alignements de spécialités et leur dédoublement. Et c'est bien collectivement, parce qu'il faut aussi interroger les profs du tronc commun, parce qu'en plaçant les spécialités, ça veut dire que par défaut, on place aussi les créneaux de tronc commun, puisque tout doit rentrer. Donc il faut arriver dans les établissements, et si on veut être en intelligence collective, à faire réfléchir tout le monde autour de cela. On identifie collectivement les contraintes et on fait collectivement les choix pédagogiques, avec peut-être une logique de fabrique du consensus, parce que tout le monde doit comprendre que les choix pédagogiques, c'est pas forcément ma discipline en premier, je dois aussi intégrer les contraintes des autres disciplines. C'est plus complexe à faire, mais si on réfléchit en intelligence collective, les emplois du temps sont davantage optimisés d'un point de vue pédagogique. Et juste pour terminer cette logique-là, à partir du moment où on a placé collectivement les créneaux de spécialité, moi, j'ai vécu dans mon établissement le fait que les professeurs qui interviennent que sur le tronc commun avaient une sorte de frustration, puisque ceux qui interviennent en spécialité connaissent leur créneau futur d'emploi du temps
potentiel des classes par le placement des spécialités. Donc nous, on est allé jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire que les professeurs de tronc commun ont aussi travaillé le placement des différents créneaux de tronc commun de leur discipline. Et pour terminer cette logique-là, on est dans une logique de constitution des emplois du temps des classes, et les enseignants ne connaissent pas leur répartition de services quand on fait ça. Et après, quand ils vont travailler les répartitions de services, ils ont connaissance des différents créneaux pédagogiques des classes. C'est un peu la logique du travail en intelligence collective. Il y a une question de Jean-Joseph Koudaya qui reprend un peu cette idée de la co-construction, mais sur un temps spécifique qui est cette fameuse heure bleue. Il dit, vous la construisez par niveau, par matière, par équipe pédagogique. Est-ce que vous l'imposez ou est-ce qu'elle est construite en conseil d'enseignement ou en conseil pédagogique? Et cette question-là qui est précise sur cette heure de concertation, on peut aussi la prendre de manière plus générale, c'est-à-dire comment on travaille justement en intelligence collective sur la construction de ce type de temps. Laurent, peut-être Alors, moi, je peux donner un exemple alors, en REP+, par exemple, de toute façon, cette heure de concertation, elle doit être inclue dans les services des enseignants. Moi, j'ai eu une expérience d'heures de concertation posée en accord avec les équipes quand on a construit une expérience autour des classes par compétences. Sur un précédent établissement, on avait contractualisé, entre guillemets, avec les équipes qui avaient envie d'essayer. On a choisi 2 classes de 6e qui devaient être évaluées par compétences. Et comme on démarrait, qu'il fallait prendre connaissance de l'outil qui permettait les évaluations par compétences, on avait proposé que le mardi de 13h à 14h, les enseignants n'aient pas cours, tous les enseignants impliqués, pour pouvoir justement avoir ce temps de concertation. On y a fait des réunions de réflexion, on y a fait des conseils de classe, et on l'a fait pendant 2 ans. Et au terme des 2 années, l'établissement, alors au terme de la première année, l'établissement est passé sur toutes les classes par compétences en 6e. Et au terme de la 2e année, les enseignants n'avaient plus besoin de cette heure de concertation. Donc, ils ont dit, parce que ça complexifiait un peu aussi leurs emplois du temps. Donc, on a évolué vers une autre façon de faire. Ça, c'est un exemple pour une équipe d'une 12aine de profs qui travaillent sur 2 classes. Puis la 2e année, une équipe d'une 20aine de profs sur tout un niveau avec 5 classes de 6e. Mais il y a plein d'autres possibilités. Stéphane, tu as sûrement plein d'autres exemples. Oui, à cette réponse-là. Alors, nous, à titre d'exemple, jusqu'à cette année, on avait 1 heure qui était tout niveau confondu, hein, seconde, première, terminale. Nous, c'était 1 heure sur la pause méridienne, donc tous les mardis, il n'y avait pas cours. Avec la réforme, on ne va pas pouvoir la maintenir sur l'ensemble des 3 niveaux. Donc, on éclate et on fait ça plutôt par niveau. Mais la réponse, c'est après, chaque établissement voit un petit peu comment il veut le faire. Ça peut être indifféremment par niveau ou pour tout niveau confondu. Tout est possible, je serais amené à réfléchir, à répondre. L'important, c'est qu'il y ait cette volonté que les équipes s'emparent d'un temps de concertation commun et qu'on l'anticipe dès le début dans les emplois du temps. Et donc, est-ce que c'est construit en conseil d'enseignement ou en conseil pédagogique, demande-t-il? Alors, nous, à titre personnel, la réflexion sur la structure qui était plus embryonnaire avant la réforme, elle a toujours été faite en conseil pédagogique qu'on qualifie d'élargi. Donc, c'était à minima les coordonnateurs de discipline. Et quand on dit que c'est élargi, c'est viennent les profs qui veulent y assister. Et on fait une réflexion collective d'1 heure, 1 heure et demie pour voir les invariants que l'on décide pédagogiquement avant la construction des emplois du temps. Il y a une question de Pascal aussi sur la place de l'accompagnement personnalisé. Donc, quelle place donner donc aux cours spécifiques et notamment à l'AP par rapport au rythme de l'élève? Alors, il y a par exemple en 6e, c'est vrai que on essaye dans la mesure du possible de pas donner plus de 6 heures de cours aux élèves de 6e par jour, parce que c'est une préconisation. Et c'est vrai que bon, ils arrivent de l'école, c'est une autre façon de travailler puisqu'ils changent d'enseignant à chaque heure. Et donc, par définition, on va essayer, en fonction aussi des contraintes de l'établissement, par exemple des contraintes des enseignants, de placer les heures d'accompagnement personnalisé soit les premières heures du matin
en demi-groupe, soit les dernières heures de la journée. Ça peut avoir une pertinence parce que travailler en demi-groupe en fin de journée, après à la 5e ou 6e heure de cours, c'est plus facile pour les élèves, pour les collègues aussi, d'avoir à gérer un demi-groupe plutôt qu'une classe entière. Donc il y a la fatigabilité des élèves, la fatigabilité des enseignants. Donc ça peut être pertinent de les positionner en tout début de journée ou en fin de journée, et puis de les aligner aussi éventuellement, d'aligner des classes ensemble pour faire des groupes de besoins dans les équipes qui sont partantes pour essayer de travailler comme ça. C'est pas toujours évident. Oui, juste un petit complément. C'est vrai que ce dernier point est intéressant. C'est vrai que plus on a des équipes partantes pour faire des barrettes et où on va aligner plusieurs classes avec des équipes motivées, plus il va y avoir un construit qui peut avoir du sens. Et avec la réforme du lycée, l'AP, c'est plus toute la classe, hein. C'est les équipes qui ciblent les élèves et qui construisent l'AP selon les besoins. Et donc, travailler des barrettes où on va équilibrer un certain nombre d'apports disciplinaires et qui vont pouvoir sur lesquels les enseignants vont pouvoir construire de la remédiation diverse et variée, c'est toujours très riche. Et c'est ce qui est offert aussi avec la réforme du lycée, ici, avec cette AP qui est ciblée en fonction des besoins d'élèves bien particuliers. Donc, on voit bien que finalement, l'emploi du temps est effectivement un acte pédagogique dans la mesure où on va réfléchir au rythme de l'élève, à ce qui va être prioritaire finalement au regard à la fois de ce rythme-là et puis de ce qu'on veut porter en termes de projet d'établissement. Quels sont dans vos établissements finalement les choix que vous avez portés et assumés et qui ne faisaient pas partie des contraintes établies dans votre établissement. Donc, on a parlé de l'heure bleue, mais quels sont les autres exemples en fait? Par exemple, en collège, moi, ce que j'essaie de faire comprendre aux collègues, d'abord, c'est de dire qu'on peut essayer de garantir, avec des guillemets au terme garantir, mais un vœu, c'est-à-dire ils veulent le mercredi matin pour des raisons d'organisation familiale ou commencer plus tard, ou voilà, il y a plein de choix. Donc dire un vœu oui, deux vœux peut-être, trois vœux ça sera pas possible, et donc annoncer la couleur aussi sur les fiches de vœux, être très clair. En fait, ça s'inscrit évidemment dans la durée. C'est pour ça que on dit premier acte pédagogique, parce qu'on y a aussi essayé d'expliquer au collectif d'enseignants qu'il y a des contraintes qu'ils ne voient pas forcément parce qu'ils sont dans leur enseignement disciplinaire et par exemple, ils comprennent pas l'importance de l'emploi du temps d'EPS. Et puis de l'autre côté, le climat scolaire. En collège, une très grande contrainte, c'est que les élèves, quand ils ont des heures de permanence, ne peuvent pas sortir de l'établissement. Et donc, des élèves qui auraient des heures de permanence régulières, c'est fatigant pour les élèves, c'est fatigant pour la vie scolaire. Ça fait des élèves qui sont pas forcément qui sont plus difficiles à mobiliser après une heure de permanence qu'après une heure de cours. Donc, c'est une des contraintes fortes aussi, c'est de limiter, voire de réduire absolument les heures de permanence quand on le peut. C'est pas toujours simple, mais c'est aussi une clé de voûte annoncée aux équipes. Oui, moi, un exemple en lycée. Donc, avec cette réforme, les emplois du temps de première ont été co-construits. Donc, les emplois du temps classe des élèves de première sont construits, je le redis, avant que les répartitions de services aient eu lieu. Donc là, c'est une nouvelle façon de travailler, c'est une nouvelle contrainte pour les enseignants, parce que quand ils choisissent telle spécialité ou telle matière de tronc commun de première, dans leur répartition de services, ils connaissent déjà le placement dans l'emploi du temps. Et donc, c'est une contrainte pour eux. Ils sont obligés d'harmoniser, de tenir compte de l'emploi du temps maintenant quand ils réfléchissent collectivement à leur répartition de services. Donc, c'est une contrainte nouvelle et une façon de travailler nouvelle pour eux. Pascal demande comment gère-t-on les demandes des enseignants avec, par exemple, 35% de collègues qui veulent, à juste titre, rentrer chez eux le week-end? Alors, il y a ceux qui veulent rentrer plus tôt, le vendredi après-midi, et ceux qui veulent rentrer plus tard le lundi matin. Donc déjà, c'est de dire que voilà, et de dire il y aura un vœu de satisfait, pas deux. Donc le collègue qui veut absolument rentrer le vendredi et qui demande aussi le lundi, voilà, c'est faire des choix. Et puis là aussi, ça se fait dans le fait de connaître ses équipes et de savoir que voilà, de toute façon, des situations où les gens sont mis en difficulté par exemple de rentrer chez eux. On a des collègues qui sont nommés sur les académies d'Île-de-France ou du nord de la France où il y a des gens qui sont nommés de province.
et qui ont encore, enfin, qui doivent rentrer, il faut quand même faciliter les choses pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Donc, voilà, c'est être clair aussi sur un vœu, 2 vœux, 3 vœux. Enfin voilà, on peut pas tout accorder non plus. Ouais, rien à ajouter. Et Farouk demande quel argument peut-on présenter aux enseignants quant à l'occupation des salles pour créer des pôles de discipline pour apporter plus de souplesse sur l'occupation? Alors, moi, je rejoins ce que disait Stéphane sur l'intelligence collective. C'est d'abord faire comprendre aux équipes qu'elles peuvent être en capacité de donner les meilleures réponses sur leurs contraintes pédagogiques. Par exemple, sur les occupations de salles, en fonction des vœux qu'elles ont. Mais il y a aussi cette culture dans les établissements scolaires, c'est les nouveaux arrivants sont ceux qui voyagent parce que ceux qui sont là depuis un moment ont leur salle. Ça, c'est aussi arriver à faire discuter les collègues pour dire il faut qu'on arrive à voir sur quels endroits il peut y avoir du confort et sur quels endroits on va partager la contrainte. Parce que le côté, moi, pendant des années, j'ai pas eu ma salle, alors maintenant, c'est aux autres de pas avoir leur salle. C'est un argument qui est pour moi pas recevable, et essayer de travailler avec les enseignants pour dire voilà, partageons ensemble les contraintes. Il y a des endroits où on peut mettre de la souplesse, des endroits où il y en a pas, et comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde puisse partager un peu la contrainte, plutôt que ça ne repose que sur le ou les 2 derniers arrivants qui vont avoir un emploi du temps avec des voyages dans l'établissement. Oui. Moi, la question, si on est en intelligence collective, la question est mal formulée. On n'a pas à donner des arguments pour l'occupation des salles. En intelligence collective, on va faire co-construire les emplois du temps des salles très contraintes avec les équipes. Des exemples très concrets, il y a beaucoup d'établissements où, par exemple, ça peut être très contraint sur les salles physique, chimie, SVT, qui en plus, souvent, c'est des TP qui sont dédoublés. Il faut qu'on amène à ce que, si on est en intelligence collective, à ce que ces équipes-là travaillent de concert et qu'elles participent à la co-construction des emplois du temps des salles. Et donc là, on n'a pas à argumenter pour dire c'est comme ça, puisqu'ils travaillent eux-mêmes dans la co-construction des salles. C'est quelque chose qui existe en lycée aussi, puisqu'on a souvent des DFPT, donc sur des plateaux techniques pour peu qu'on ait des filières technologiques. Et là, c'est la même chose. Les DFPT, on a des contraintes lourdes sur les plateaux techniques. Et là, il y a une logique de co-construction pour optimiser l'utilisation de ces différents plateaux techniques. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de questions justement sur cette idée de co-construction. Est-ce qu'on peut essayer d'expliquer un petit peu méthodologiquement comment faire pour à la fois interroger les différentes parties prenantes et co-construire dans le respect du confort de travail à la fois des enseignants, des élèves et des familles, quoi. Ouais, moi, je veux bien commencer sur la réforme lycée avec les nouvelles contraintes. La logique, c'est de se dire, on voit que c'est complexe, on voit que c'est un travail de construction qui est plus long qu'avant la réforme. Donc, on se pose une première question, est-ce qu'on a envie de reproduire chaque année tout ce travail, ou est-ce qu'on va essayer de réfléchir collectivement à une structure qui sera reconductible à 80% d'une année à l'autre. Et les 20% qui ne seraient pas reconduits, ce serait l'expérience qu'on aurait d'une première année. Donc, si on part sur cette logique-là en disant on va construire collectivement quelque chose que l'on aimerait reproduire les années suivantes, ce que l'on ne reproduirait pas, c'est les choses qui ne fonctionneraient pas. À ce moment-là, on rentre sur cette logique-là et puis on va inviter les équipes. Alors, en tant que personnel de direction, on a un gros travail de cadrage, d'arbitrage, de hiérarchisation des contraintes et puis d'être le chef d'orchestre de tout ça. Et donc, du coup, on revient aux contraintes tout début. Les invariants, c'est par exemple des contraintes EPS. Souvent, elles nous sont strictement imposées. On n'a aucune marge de manœuvre. Donc là, tout le monde comprend que ça va être la première pierre à l'édifice. Et puis après, on identifie les contraintes. Moi, à titre d'exemple, j'ai 2 contraintes très fortes. J'en ai parlé, les salles physiques SVT, où là, c'est des taux d'occupation sur certaines salles qui sont à 100%. Et puis moi, j'ai l'italien 3 qui va aller piocher dans beaucoup de classes. Donc là encore, il faut bien travailler les alignements de LV2. Donc là, pour moi, en tant que chef d'orchestre des emplois du temps sur mon établissement, ces 2 contraintes-là, elles viennent tout de suite après. Donc la co-construction, elle se fait petit à petit. Donc les autres enseignants comprennent que pour l'instant, ça va être 2 types d'équipes, les LV2 et les physique chimie SVT qui construisent. Et puis, une fois qu'ils ont construit avec leurs contraintes fortes, les autres vont venir construire avec leurs différentes contraintes disciplinaires. Et puis, petit à petit, on avance dans la co-construction en ayant le souci de bien gérer l'information. Il ne faut pas faire de rétention d'information, il faut être clair dans comment est-ce qu'on va construire. On va impliquer tout le monde et on va délivrer le
plus d'informations possibles au fur et à mesure de la co-construction. Ouais, mais je vais dans le sens de ce que tu dis, à savoir que on est beaucoup dans des cultures en silo parce que les collègues sont sur leur champ disciplinaire, ils sont formés sur leur champ disciplinaire et ensuite ils travaillent au mieux en équipe disciplinaire. Alors ça commence un petit peu à être en interdisciplinarité. Il y a des collègues qui font des choses, mais du coup c'est partagé très tôt. Après, si dans la posture des conseils, c'est partager très tôt les informations avec cette idée, ce que tu disais Stéphane, moi je trouve intéressante, le conseil pédagogique, c'est-à-dire les coordonnateurs, mais avec des moments aussi où tout le monde est invité. Il n'y a pas de confiscation de l'information, il n'y a pas de hiérarchisation de l'information. Il y a un moment donné, il faut que tout le monde sache quelles sont les choses sur lesquelles il y a de la marge et quelles sont les choses sur lesquelles c'est plus délicat. Ça permet aussi d'éviter les crispations. Et puis, il y a des réalités qui sont différentes. Hein. On va s'adresser à des établissements qui sont en milieu urbain et dans les académies du type Île-de-France où il peut y avoir un très grand turnover, donc beaucoup d'enseignants qui vont changer chaque année, et puis dans d'autres endroits où il y a une très forte stabilité. Donc, c'est pas non plus les mêmes habitudes de travail pour les équipes de direction. Et du coup, on voit bien qu'il y a, le temps, disons, de la concertation, de la consultation, de la co-construction. D'ailleurs, c'est différents niveaux dans l'échelle de la participation. Et puis, à un moment donné, il y a un temps d'arbitrage, en fait, qui est le temps du chef d'établissement. Et après, il y a le temps de la communication de ces arbitrages. Et donc, il y a une question de Pascal sur comment présentez-vous vos choix en priorité dans la construction des emplois du temps à la communauté éducative, notamment aux agents, aux élèves et aux parents. Donc, comment vous arbitrez et comment vous communiquez ces arbitrages? Par exemple, en donnant aussi quelque chose, moi que j'ai compris avec l'expérience et qui est importante peut-être pour des gens qui vont faire leur premier, deuxième emploi du temps. D'abord dire au personnel, à l'ensemble, que c'est une matière vivante, qu'on rend en général un emploi du temps qui est provisoire à la rentrée et que parfois on trouve des solutions d'ajustement et on les trouve aussi en intelligence collective. J'ai vu des collègues à qui je communiquais l'ensemble des emplois du temps et qui venaient voir et qui changeaient des heures entre eux pour dire en fait ils ont parfois des vœux en juin et où ils vous expliquent c'est impossible de changer, c'est mon organisation familiale, c'est pas possible. Okay, donc on prend les vœux, on fait l'emploi du temps et puis ils vont venir vous voir en septembre avec l'emploi du temps provisoire en ayant vu avec un collègue que s'ils permutaient, ça les arrangeait, ça peut servir aussi aux classes et que du coup le truc était totalement impossible au mois de juin devient possible au mois de septembre. Donc c'est là aussi où c'est intéressant d'habituer les gens à regarder ce produit comme une matière vivante qui va aussi sur lequel ils peuvent avoir leur mot à dire, même quand on rend les emplois du temps à la pré-rentrée. C'est un moment anxiogène pour les personnels de direction de construire les emplois du temps pour discuter avec les enseignants. C'est un moment très anxiogène au mois de septembre quand on livre les emplois du temps parce que c'est l'emploi du temps de l'année et que parfois ils ont construit une organisation familiale autour d'un emploi du temps et s'il y a une impossibilité, c'est une grosse architecture personnelle qui peut tomber à l'eau. Donc voilà, le facteur émotionnel est très, très important. Il n'est pas du même registre chez les personnels de direction et chez les enseignants. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à prendre en compte. Donc, c'est finalement communiquer sur le fait que c'est un document à itérer. Ça, c'est une manière d'apaiser et de continuer les itérations finalement après la livraison d'un premier emploi du temps. Oui, c'est quand on peut le faire parce que c'est pas forcément. Il y a des choses qu'on peut améliorer, des choses qu'on peut moins améliorer, mais effectivement, il y a une question de Pascal qui dit de la diffusion des emplois du temps en juillet quand c'est possible, ou en tout cas avant la pré-rentrée, quand on arrive à avoir un produit, quelque chose qui est bien établi comme provisoire, mais l'envoyer aux enseignants, envoyer tous les emplois du temps que tout le monde regarde et ne pas faire, sortir de la distribution des emplois du temps à la pré-rentrée, ça c'est intéressant. Stéphane ? Oui, juste un petit complément sur les arbitrages. Alors, c'est vrai que les arbitrages, ils sont continus quand on est personnel de direction et qu'on doit construire les emplois du temps. Quand on associe davantage les enseignants, les arbitrages, ils peuvent être pris aussi par le fait qu'on définit collectivement des principes pour construire les emplois du temps.
Très concrètement, par exemple, on sait que le matin, les élèves vont être beaucoup plus attentifs et qu'il y a des heures de fin de journée, voire le vendredi, dès 16 heures, ils sont beaucoup moins attentifs. Donc là, sur ces heures où ils sont moins attentifs, on mettra prioritairement des demi-groupes ou des choses comme ça. Et donc là, si on arrive à définir des principes collectivement, ces principes participent aussi des arbitrages à faire. Parce que là, quand on se pose des questions, en suivant ces principes qu'on a définis collectivement, ça permet de lever un certain nombre d'arbitrages qui auraient dû être pris autrement. Donc ça aide aussi de définir des principes préalables à la construction des emplois du temps. Oui, parce qu'on revient finalement à cette transparence et au temps. Enfin, l'intelligence collective, souvent, c'est ça. C'est plus on prend du temps au démarrage pour poser des accords de groupe, avoir une clarté sur les règles, les principes, les valeurs. Plus on clarifie quelque part le processus. Et plus finalement la décision finale est acceptée parce qu'en fait elle est le produit d'accords de groupe et d'un processus qui a été validé, quoi. Donc je dirais qu'on a des difficultés, peut-être pour résumer, on a plus de difficultés probablement dans des arbitrages finaux si on n'a pas eu un processus suffisamment impliquant. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Oui. Mais oui. Et s'il y a un processus, ils sont plus facilement acceptés, les arbitrages, compris, acceptés, et voilà. Quand on est sur de la fabrique du consensus, il faut comprendre que c'est pas nous l'enseignant ou nous, notre discipline d'abord, il faut composer avec les autres. Donc, de toute façon, il y a des arbitrages à prendre et ce ne sera pas les souhaits de la discipline qui vont être exaucés à 100%. Il faut tenir compte de toutes les contraintes et mettre ça en accord avec les autres disciplines. Après, par rapport à ça, il y a effectivement une temporalité. Quand on exerce dans un établissement depuis 3 ou 4 ans, que les équipes vous connaissent, que vous avez mis en place des instances de réflexion et de décision, c'est différent de la première année où vous n'avez pas encore forcément pu faire tout ce que vous vouliez sur l'installation d'un climat de travail collaboratif. Donc, c'est aussi inscrire ça dans la durée, se donner des objectifs évidemment ambitieux toujours, mais en même temps réalistes. Il y a des choses qu'on va pas changer dans un établissement scolaire en 1 ou 2 années. Ça prend 4-5 ans quand on n'est pas balayé par une réforme qui de toute façon va faire bouger les pratiques. La réforme du collège, elle a maintenant 5-6 ans. Il y a des choses qui ont été remises en question au changement lors du dernier changement de ministre de l'Éducation nationale. Et puis il y a des choses qui durent. Donc voilà, il y a un temps plus long que l'année scolaire. Alors sur les emplois du temps et sur plein d'autres sujets, mais voilà, faut apprendre à réfléchir au-delà de l'année scolaire, et puis en même temps, on doit livrer chaque année des emplois du temps qui doivent être le plus favorable pour les adultes et les élèves. Il y avait une question sur la chronobiologie des élèves. C'est vrai que c'est très difficile d'arbitrer en faveur des élèves quand même. Hein. Ça reste une question qui est complexe sur le collège comme sur le lycée. Mais donc, là encore, on revient à cette question de en équipe pédagogique complète, quelle vision d'établissement, quelle vision d'accueil des élèves est partagée ou pas. Et du coup, si il y a une vision partagée, j'imagine que c'est plus évident en fait de trancher au service des élèves et dans le respect de leur chronobiologie, comme le suggérait Karine. Stéphane, là-dessus, oui, on a la prise en compte du ressenti des élèves et des familles. Ça peut exister. Moi, j'ai un exemple très concret dans notre établissement. Il y a 4 ans, le CVL, donc Conseil de la vie lycéenne, s'était emparé d'un sondage sur justement la construction des emplois du temps. Et c'était une question de pause méridienne. Donc, on voulait savoir si est-ce qu'on faisait une pause méridienne d'1h30 pour tout le monde, avec tout le monde a une pause d'1h30, on prend le temps de manger. Ça, c'était la nouvelle formule. Contrairement à l'ancienne formule où il y a une pause méridienne de 2 heures, mais parfois on mettait des cours sur cette pause de 2 heures. Bref, autour de cette question, il y avait eu un sondage, et ce sondage avait été très riche. Donc il est anonyme, il est fait très facilement avec nos logiciels ENT ou autres. Et ce sondage, il avait été posé à l'ensemble des élèves, à l'ensemble des profs et à l'ensemble des parents. Donc, on voit que les retours ne sont pas tout à fait les mêmes selon les 3 catégories. Et ce sondage, nous, il avait été très riche parce qu'en fait,
autour d'une question, autour de la pause méridienne, on avait appris que en fait, nos élèves, alors nous on est sur un lycée où ils peuvent venir d'assez loin avec des transports scolaires, etc. Et que leur souhait premier, c'était de commencer tous à 8 heures, si possible, tous les matins, d'avoir la matinée le plus possible de cours sans trou et d'essayer de finir à 17 heures, si possible, tous les soirs. Et autour d'une question, on pensait être focalisé sur une question de pause méridienne. Et en fait, ça a élargi beaucoup et on a eu un retour très concret de souhaits pédagogiques exprimés par les élèves et les familles. Et on en a tenu compte sur les années suivantes pour construire justement nos emplois du temps. Et la pause méridienne, du coup, on ne l'a pas changé. En fait, la question de la pause méridienne, on ne l'a pas changé. Mais par contre, on a pris compte de ce retour-là. Alors, cette démarche-là, il ne faut pas la faire tous les ans. Mais je pense qu'interroger tous les 3-4 ans sur le ressenti des parties prenantes que sont les élèves, les parents et puis les professeurs aussi, c'est une démarche qui peut être intéressante et riche. On a le ressenti et on voit un petit peu, pour revenir sur les principes de construction, ça aide à définir des principes de construction d'emploi du temps. Effectivement, ça me fait penser au cas de Vincent Philippe qui avait hérité d'un établissement dans lequel il y avait un tout petit espace de restauration et donc il y avait presque personne très peu d'élèves qui venaient finalement se restaurer sur place et lui avait envie de recréer un climat d'établissement dans lequel c'était pas juste un lieu de passage mais un lieu de vie et donc ils ont complètement réfléchi sur la manière en fait de d'étendre les plages de la pause méridienne pour que tous les élèves puissent en rotation finalement déjeuner de manière posée, pendant au moins 50 minutes, donc ne pas être sur une logique au lance-pierre. Et finalement, c'était intéressant de voir que cette contrainte d'un petit espace de restauration, il m'a fait quand même quelque chose qui était possible, qui était intéressant avec l'idée que tous les élèves du coup allaient venir quand même se restaurer de manière posée et recréer une vie dans l'établissement, quoi. Donc, est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça finalement de contraintes que vous avez retournées peut-être en quelque chose, en une opportunité, en quelque chose de positif pour redonner une âme à l'établissement ou apporter quelque chose une plus-value pédagogique ou pas? Je crois que l'exemple dont tu as parlé, Stéphane, c'est-à-dire au travers du questionnaire usager, si je puis me permettre l'expression, parce que il y a ça quand même qui, à mon avis, qui est en filigrane dans ce qu'on travaille avec un emploi du temps. C'est comment est-ce qu'on prend en compte les besoins de tous. Évidemment, ça tourne essentiellement autour de la culture, de mettre les enseignants dans les meilleures conditions. Moi, je considère quand même que si on s'occupe bien des enseignants, ils s'occupent bien des élèves. Donc ça paraît très important. Mais effectivement, avec tout ce qu'on a dit depuis le début du webinaire, faire comprendre qu'il y a des contraintes qui sont incompressibles. Il y avait une remarque de Yveline qui disait ne pas se focaliser sur les réactions de diva, parce que on peut avoir, quand on livre les emplois du temps, des collègues qui se lèvent et qui disent alors moi il est hors de question que je travaille c'est pas l'emploi du temps que j'ai demandé. Bon, ça peut être déstabilisant. Ce qu'on peut proposer aussi, c'est de dire c'est un emploi du temps provisoire. Pendant 15 jours, vous faites vos remarques par écrit, vous les déposez à la direction, parce que là, on va pas discuter collectivement d'un problème qui peut être réel. S'il y a, quand on fait des erreurs, on l'a dit en début, il peut y avoir des erreurs sur un emploi du temps ou un emploi du temps qui est posé comme ça pour un tas de contraintes. Là, c'est pas de l'intelligence collective que de laisser quelqu'un éructer sur l'emploi du temps devant ses collègues. Ça peut arriver. Donc, donner une procédure dans laquelle les demandes d'amélioration vont être faites. Et là aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, les collègues regardent entre eux et parfois vont permuter des classes parce que ça va les arranger et ça aura du sens pédagogique. Alors, on a une question très technique de Pascal. Il y a un petit plus de Fabien qui a l'air d'être content de la réponse. Qui nous dit, je ne sais pas si vous la voyez, attendez, hop. Oui, on l'a vu.
Partez-vous d'une nouvelle base STS tous les ans et quelle est votre part de cours posés manuellement et de cours que le logiciel place? Donc, quel niveau d'automatisation? Moi, j'avais une anecdote quand j'ai démarré parce que j'avais des collègues qui avaient appris à faire les emplois du temps avec les tableaux et les fiches T. Et nous, on travaillait avec les logiciels. Et c'était avec les tableaux en T, il fallait 3 semaines, alors qu'avec un logiciel, il faut 21 jours. Donc voilà. Donc en fait, c'est effectivement la construction d'une base. Alors avec une base STS ou enfin en tout cas une base de données la plus claire possible, c'est ce qui prend le plus de temps. La réalisation de l'emploi du temps par le logiciel, c'est finalement c'est un clic et quelques secondes selon la puissance du processeur, mais c'est toute la construction et l'alimentation de la base qui est très importante. Oui, moi aussi, je peux répondre aussi. Quelqu'un qui débute, on lui conseille vivement de créer une base à 0, ça c'est clair. Mais moi, personnellement, je reprends la base existante de l'année précédente, puisque dans la logique, je vais construire à la marge. Je vais rester sur quelque chose qui est construit et ça va être à la marge qu'il va y avoir des modifications. Donc, ça sous-entend qu'on essaye d'identifier ce qui peut être conductible le plus d'une année à l'autre. Et sur la question de poser manuellement ou pas, moi, je n'ai jamais fait confiance au logiciel pour placer. Donc, moi, je n'ai jamais fait mouliner le logiciel. D'une part, quand on travaille beaucoup la structure, on a déjà beaucoup de choses qui sont placées par la structure. Et d'autre part, moi, le logiciel, j'utilise parce que en fait, il permet sans citer de nom, mais ils sont puissants et on peut faire un classement pour savoir quels sont les cours qui sont les plus difficiles à placer. Donc, en fait, je place tout manuellement en prenant l'ordre proposé par le logiciel de difficulté de placement des cours. Mais moi, je garde la main sur l'ensemble des arbitrages. Pour moi, ça me semble. Enfin, je ne fais pas confiance à un logiciel, c'est pour placer tout seul arbitrairement. C'est moi qui place tout, personnellement. La logique inverse, c'est que de toute façon, si on fait confiance au logiciel, moi je les ai construits comme ça. Après, derrière, de toute façon, il y a tout un temps de vérification que c'est compatible avec la personnalité du professeur, les contraintes techniques, les contraintes de salle. Donc en fait, soit on laisse le logiciel faire, derrière il y a l'humain qui va reprendre l'analyse, ou la façon de faire de Stéphane, c'est-à-dire l'humain va dicter au logiciel la façon de construire. Donc il n'en reste pas moins que c'est un geste et technique et intellectuel, c'est une construction aussi. Il faut arriver, c'est difficile hein, quand on débute à en faire un jeu de construction intellectuelle qui finit par donner du plaisir. Au début, pas tellement. Enfin, ça peut être compliqué, mais et puis qui a un sens sur l'organisation générale de l'établissement. Donc ça, c'est aussi ce qu'il faut arriver à avoir en perspective dans les moments où on n'y arrive plus, on comprend plus. Donc là, faut pas hésiter à aller faire un tour pour pas jeter l'ordinateur. Voilà. Et puis appeler les collègues parce que il y a cette démarche. C'est un métier qui est quand même un peu solitaire. Le temps de construction des emplois du temps, surtout quand on débute, ça peut être difficile. Faut pas hésiter à constituer un réseau de gens qui sont capables d'aider. Et dans les académies, il y a des réseaux qui sont connus de collègues qui sont référents sur les logiciels et sur les constructions d'emploi du temps. Et alors, pas mal de participants trouvent ça super, effectivement, et très riche intellectuellement de construire les emplois du temps. J'avais vu une expérience où à chaque interpériode, en fait, il y avait un nouvel emploi du temps. Est-ce qu'on peut pousser ce plaisir intellectuel jusqu'à faire des emplois du temps finalement sur chaque intervacances? Voilà. Pourquoi pas s'il y a du sens, si le collectif y trouve du sens et que ça génère quelque chose d'intéressant. Après, effectivement, c'est un exercice qui est quand même long et difficile. Parfois, 2 semaines de vacances, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc parfois 2 semaines de vacances, ça suffira pas pour refaire tous les emplois du temps, mais non, Fabien me dit que c'est un peu exagéré. Je crois que c'était Pascal qui nous avait fait remonter ce cas en fait d'un établissement à projet et où du coup l'emploi du temps était modulaire et modulé en fait tout au long d'une année scolaire. Donc ça a vraiment existé. Je sais pas si Stéphane, tu en as entendu parler. Oui, ça existe. Dans le supérieur, ça fonctionne comme ça. Nous, en lycée, ça paraît quand même plus complexe d'essayer de modifier. Moi, je suis pas sur cette logique-là. On construit à l'année, mais pourquoi pas, hein, bien sûr.
Ouais, Karine Mallet dit par exemple 2,5 EPS par exemple, leur quinzaine n'est pas pertinente. Par contre, une annualisation sur 7 semaines est beaucoup mieux. Et c'est passé effectivement, c'est ça. C'était un collègue à Argenteuil qui a eu des emplois du temps changeants chaque période. Ouais, et ça existait aussi à Créteil. Donc oui, il y a eu des différents lieux d'expérimentation. Mais on l'inclut quand même dans nos emplois du temps. Je sais pas, Stéphane, mais on fait effectivement de la semestrialisation sur certaines disciplines par choix pédagogique ou par j'ai connu des expériences de 2 heures d'art plastique le premier semestre en troisième et pas d'art plastique le deuxième semestre pour construire l'oral d'histoire des arts. Donc il y a de plus en plus de souplesse derrière une coquille qui apparaît comme quelque chose qui bouge pas. En fait, il y a de plus en plus de souplesse. Oui. Alors, moi, je suis sur un lycée polyvalent. Sur la partie professionnelle, c'est très, très pertinent. Hein. La remarque de Karine Mallet là, est très intéressante sur les 2h05 de PS. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de marge de manœuvre en lycée professionnel pour annualiser et faire des créneaux d'annualisation. Ils existent quand même en lycée. Le principe d'un créneau d'annualisation, c'est qu'on va mettre un bloc d'1 heure, 2 heures ou 3 heures, mais on ne va pas mettre l'équivalent en prof. Par exemple, un exemple concret, un bloc de 2 heures et les profs interviennent à 0,5 heures. Ça veut dire qu'ils vont intervenir en moyenne une fois toutes les 4 semaines ou d'autres, enfin, il y a d'autres possibilités. Et donc ça, c'est une possibilité forte, hein, définir des temps d'annualisation où donc il y a le temps élève qui est ce qu'il est, mais les horaires profs sont inférieurs et donc charge à eux de construire, enfin on les accompagne, hein, de construire l'annualisation sur ces différents créneaux. Donc ça, c'est une marge de manœuvre très forte dans les lycées. Nous, on l'utilise pour l'accompagnement personnalisé, on l'utilise pour l'EMC, hein, l'enseignement moral et civique, entre autres. Donc, et avant, avec les EDT, il y avait les EDE, pardon, il y avait aussi l'annualisation possible sur, par exemple, MPS, quand on avait plusieurs disciplines qui étaient en rotation sur le même créneau. Donc, avec l'annualisation, on a des possibilités intéressantes pour pouvoir se construire sur l'année. On évoquait un petit peu les contraintes choisies. Est-ce que justement c'était la question que j'avais posée Evelyne sur le co-enseignement, la co-animation. Comment faciliter ça en fait, puisqu'on sait, si on regarde les études Thalys, que ce qui permet aux enseignants d'évoluer pédagogiquement, c'est le fait de pouvoir co-animer ou de pouvoir s'inviter pédagogiquement pour s'observer mutuellement. Comment vous, en tant que pilote pédagogique, vous pouvez faciliter le développement professionnel continué des enseignants en facilitant notamment ces temps de co-animation, de co-observation ou d'invitation pédagogique? D'abord en disant que ça existe et qu'on y trouve du plaisir intellectuel, que pour les enseignants, que ça fonctionne, que c'est un métier qu'on apprend. Il faudrait que ça soit développé en formation initiale, ça ne l'est pas assez, et en formation continue, mais expliquer aux collègues qu'aller voir comment les autres pratiquent, on apprend beaucoup et avec force de conviction. Et quand les gens se développent ça, moi sur un précédent établissement, il y a des collègues qui ont développé ce qu'ils appelaient un pôle de partage des pratiques pédagogiques. Ils donnaient un thème sur lequel ils allaient travailler et ils se retrouvaient une fois toutes les 3 semaines ou une fois par mois autour d'un apéro et ils échangeaient sur ce qu'ils faisaient soit sur le champ disciplinaire, sur le même champ disciplinaire, soit même carrément sur d'autres des champs disciplinaires différents. Et ça, c'est hyper intéressant. Oui, le co-enseignement, il existe à la marge dans les programmes en lycée. En lycée professionnel, il est renforcé avec la réforme et il existe à la marge sur des disciplines technologiques, sur l'anglais technique, des choses comme ça. Mais en lycée, on a une marge assez facile avec des HSE, c'est-à-dire qu'on a un petit volume d'HSE et puis on peut, une première année, il y a des enseignants qui vont pratiquer le co-enseignement donc à la marge sur quelques heures et puis comme ils en retirent des bénéfices, après, d'année en année, on voit que les pratiques de co-enseignement se diffusent. Et donc, à proposer, dire qu'il y a des possibilités avec un volume d'HSE réservé pour le co-enseignement, sans pour autant les avoir arrêtés dès le début d'année, hein, on s'aperçoit que dans l'année scolaire, il peut y avoir des demandes des équipes en ce sens. En collège, il reste des traces des EPI où des collègues travaillent ensemble. C'était l'esprit de la réforme du collège et puis ça a été un peu vidé de sa substance puisque c'est plus obligatoire.
mais il y a des collègues qui ont gardé cette envie de faire des choses ensemble. Sur l'établissement où je travaille, il y a de SVT et EPS qui construisent une thématique autour de comment dire, comprendre ce que c'est que la vitesse maximale aérobie dans la discipline de PS et dans les sciences et vie et de la Terre. Et on sait à quel point, ce que tu disais Florence, c'est que faire des ponts entre les disciplines pour les élèves, c'est très très porteur de sens. Et pour les collègues, c'est un plaisir aussi d'animer des séances à deux ou même séparément, mais de dire voilà, ce que vous apprenez là, vous pouvez vous en servir à un autre endroit. Et la réforme du lycée, justement, Stéphane, est-ce qu'elle permet un peu plus l'interdisciplinarité, le co-enseignement Alors, sur la voie professionnelle, je l'ai dit, donc il est fortement renforcé, le co-enseignement. Et donc là, c'est dans la construction de l'année scolaire qu'il faut prévoir le co-enseignement. Sur la voie plus générale et technologique, il y a une nouvelle matière qui existait dans les séries ES et L, l'enseignement scientifique, où on a 2 ou 3 disciplines qui existent. Et puis, je l'ai évoqué, il y a la construction en AP et en EMC, ou éducation morale et civique, où on peut avoir plusieurs disciplines et de la co-construction. Sinon, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'appels à projets qui existent dans les académies, voire des appels à projets ministériels, où on est, par exemple, sur des logiques de développement durable, des choses comme ça, et ils sont construits de façon pluridisciplinaire. Donc, je redis, le fait de se garder une enveloppe en début d'année d'HSE, où on va dire, dès que vous avez des projets pluridisciplinaires, n'hésitez pas, vous devrez travailler ensemble, mais nous, on a les HSE pour pouvoir faire vivre ces projets-là. En fait, on a beaucoup d'appels à projets qui font qu'ils sont construits de façon à être pluridisciplinaires. Et donc là, moi, je vois beaucoup d'enseignants qui s'épanouissent sur ces appels à projets et qui, de fait, travaillent en co-enseignement sur un temps de l'année. Parfois, ça prend quelques semaines pour répondre à l'appel à projet, mais ils s'épanouissent sur ces co-constructions, effectivement. Oui, c'est ce qui permet effectivement de s'ajuster à des projets qui pourraient émerger aussi pendant l'année, pour que tout ne soit pas figé au mois de septembre. Il y avait une question de Pascal sur est-ce que vous arrivez à prévoir les temps de concertation des professeurs stagiaires ? Alors, de toute façon, les professeurs stagiaires, déjà par définition, ils ont des temps où ils doivent être en formation. Donc, c'est des temps où ils sont pas dans l'établissement, qu'on connaît en général en amont dans la construction des emplois du temps, et c'est pas les mêmes temps évidemment selon les disciplines. Moi, ce que j'ai essayé de développer au fur et à mesure, alors en établissement avec un renouvellement important, 1/3 de nouveaux collègues chaque année, Académie de Créteil, Seine-Saint-Denis, beaucoup de nouveaux collègues, donc stagiaires ou néo-titulaires ou contractuels avec peu d'expérience. C'est des temps de réunion 3-4 fois dans l'année, certains avec moi, d'autres ensuite entre pairs, mais pour pouvoir parler des difficultés et des réussites et des joies du métier, mais avoir des espaces. Alors c'est pas dans l'emploi du temps, mais prévenu suffisamment à l'avance, leur dire voilà, sur la base du volontariat, si vous le souhaitez, au bout de 4-5 semaines, on se voit et toujours un peu le même canevas, ce qui va moins bien, ce qui va pas, pour pas commencer par ce qui va pas, parce que sinon on fait que ça. Voilà, et du coup que les collègues aussi se rencontrent, et puis en plus, éventuellement ensuite on puisse les orienter vers des collègues plus chevronnés qui acceptent de les accompagner. Mais c'est pas du coup des temps de concertation de professeurs stagiaires, tel que la question est posée. Même réponse, on n'a pas ça dans les emplois du temps. Pour autant, les stagiaires, ils ont des tuteurs dans les établissements et c'est primordial que de faire des temps d'échange et même assez rapidement où ils vont mutualiser leurs expériences collectives et ça va les rassurer. Et quand on a la chance d'avoir plusieurs stagiaires dans un établissement, c'est une richesse parce qu'ils mutualisent entre eux et ils ne se sentent pas isolés et ils ont des choses à échanger entre eux sur leur première expérience de prof parce que quand ils arrivent, ils ont très peu d'expérience. Et je crois que il faut placer ces temps de mutualisation le plus rapidement possible. Mais nous, comme Laurent, on ne les met pas dans les emplois du temps, mais on arrive à trouver sans aucun souci ces temps-là. Bon, on n'est pas très loin de la fin de ce webinaire. Effectivement,
effectivement, on ne peut pas tout faire avec le webinaire et notamment, on ne peut pas lutter contre la canicule, n'est-ce pas, Pascal? En tout cas, je pense que voilà, on a pu échanger et partager sur cette question-là des emplois du temps et comment faire pour que ces emplois du temps ne soient pas un acte administratif, mais bien un acte fondamentalement pédagogique qui va incarner des principes, des valeurs et être au maximum co-construit avec toutes les parties prenantes d'un établissement. Un grand merci à Stéphane Germain qui a produit une fiche que je vous invite encore à aller télécharger si vous l'avez pas fait, qui est un exemple de mise en œuvre d'un emploi du temps dans le cadre de la réforme du lycée qui est extrêmement clair. Merci à Laurent Kaufmann pour ce temps de partage. On vous donne rendez-vous à la rentrée au mois d'août pour un prochain webinaire. Et n'hésitez pas si vous avez envie de contribuer et de rejoindre cette aventure. C'est une aventure collective qui est voilà, ouverte et participative. Donc n'hésitez pas. À très très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.